Je voudrais commencer par saluer une intervention remarquable qui a été délivrée à Niamey par le ministre nigérien des Affaires étrangères, son Excellence Bakari Yahou Sangaré, à l'occasion de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel, réunion préparatoire au lancement imminent de la Confédération des États du Sahel. À cette occasion, le chef de la diplomatie nigérienne, reflétant ainsi la philosophie émancipatoire du Conseil national de la sauvegarde de la patrie, dirigé par le général de brigade Abdourahmane Tiani, chef de l'État, président de la transition. À cette occasion, donc, le ministre Bakari Yahou Sangaré a délivré une courte allocution dans laquelle j'ai trouvé un court paragraphe qui est d'une luminosité, d'une incandescence, tel qu'il mérite, ce paragraphe, à lui tout seul, d'être commenté. Pour l'Afrique des libertés. J'ai extrait ce paragraphe et je l'ai mis à votre disposition sur ma page Facebook, ma page YouTube et ma page Twitter X. J'avais déjà d'ailleurs publié l'intégralité de l'allocution du ministre Bakari Yahou Sangaré, que je salue, avec l'ensemble des ministres du gouvernement du Niger, à la tête desquels le Premier ministre, le très compétent, Ali Mahaman Lamine Zayn. Inakawana à tous sur la place de Niamey. Alors voici l'extrait qui m'a particulièrement marqué et que j'ai remarqué. Le ministre Bakari Yahou Sangaré dit ceci. Déterminés à prendre en main leur destin commun, ces peuples ont vite réalisé que la recolonisation de leur pays était le véritable enjeu de toutes ces violences qu'ils subissent de la part de ceux qui n'ont pas encore saisi le sens de cette nouvelle page de l'histoire africaine que les pays de l'AES sont en train d'écrire. Du reste, la situation sécuritaire critique de nos pays est la manifestation concrète de la volonté de certains pays occidentaux de recoloniser l'Afrique, en particulier le Sahel, afin de s'approprier ces énormes richesses naturelles, parfois par des actions de déstabilisation, parfois par le biais de soutien à des régimes dits démocratiques qu'ils ont installés et qu'ils protègent pour veiller sur leurs intérêts. Mais, malgré ces manœuvres dilatoires, la lutte de libération pour la reconquête totale de la souveraineté que mènent les peuples de l'Alliance des États du Sahel sera gagnée, Inch'Allah. Voilà l'extrait. Je le relis une deuxième fois. Parce que vous pouvez l'avoir entendu, mais vous ne l'avez pas encore écouté. Déterminés à prendre en main leur destin commun, ces peuples ont vite réalisé que la recolonisation de leur pays était le véritable enjeu de toutes ces violences qu'ils subissent de la part de ceux qui n'ont pas encore saisi le sens de cette nouvelle page de l'histoire africaine que les pays de l'Alliance des États du Sahel sont en train d'écrire. Du reste, la situation sécuritaire critique de nos pays est la manifestation concrète de la volonté de certains pays occidentaux de recoloniser l'Afrique, en particulier le Sahel, afin de s'approprier ces énormes richesses naturelles, parfois par des actions de déstabilisation, parfois par le biais de soutien à des régimes dits démocratiques qu'ils ont installés et qu'ils protègent pour veiller sur leurs intérêts. Mais, malgré ces manœuvres dilatoires, la lutte de libération pour la reconquête totale de souveraineté que mènent les peuples de l'Alliance des États du Sahel sera gagnée, Inch'Allah. Là, vous avez commencé à écouter. Une dernière fois, comme ça c'est sûr que vous aurez écouté. Déterminés à prendre en main leur destin commun,
Ces peuples ont vite réalisé que la recolonisation de leur pays était le véritable enjeu de toutes ces violences qu'ils subissent de la part de ceux qui n'ont pas encore saisi le sens de cette nouvelle page de l'histoire africaine que les peuples de l'Alliance des États du Sahel sont en train d'écrire. Du reste, la situation sécuritaire critique de nos pays est la manifestation concrète de la volonté de certains pays occidentaux de recoloniser l'Afrique, en particulier le Sahel, afin de s'approprier ces énormes richesses naturelles, parfois par des actions de déstabilisation, parfois par le biais de soutien à des régimes dits démocratiques qu'ils ont installés et qu'ils protègent pour veiller sur leurs intérêts. Mais, malgré ces manœuvres dilatoires, la lutte de libération pour la reconquête totale de souveraineté que mènent les peuples de l'Alliance des États du Sahel sera gagnée, Inch'Allah. Fin de citation. Dans ce paragraphe du discours du ministre des Affaires étrangères du Niger, Bakary Yahou Sangaré, nous avons déposé en quelques lignes toute la doctrine de la libération africaine du XXIe siècle. Analysons le paragraphe. Le premier concept clé, c'est le concept de recolonisation. Le chef de la diplomatie nigérienne nous dit « Nous ne sommes pas attaqués par des djihadistes qui veulent que nous soyons musulmans. » C'est faux. Ça, c'est le storytelling. Ça, c'est la narration des néocolonialistes et des impérialistes occidentaux pour nous tromper. Nous ne sommes pas attaqués en Afrique par des gens qui veulent que nous soyons musulmans. D'autant plus que ces gens-là attaquent massivement des populations qui sont déjà musulmanes. Et que désormais, nous savons très bien que ces bandits eux-mêmes ne sont pas musulmans. Ce sont des drogués, des voyous, ce sont des mercenaires, déguisés en musulmans. Donc, nous avons affaire à une manœuvre de recolonisation. Et qui est coupable de cette manœuvre de recolonisation? Mais la principale organisation militaire occidentale. Celle qui a, vous l'avez vu, attaqué en plein jour et bombardé pendant 6 mois la Libye. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est elle qui attaque l'Afrique. Et les organisations terroristes d'Al-Qaïda et État islamique ont été créées par les renseignements généraux occidentaux. Donc le concept clé de la première partie de cet extrait, c'est le concept de recolonisation. Ne dites plus jamais les djihadistes nous attaquent. Aucun djihadiste ne nous attaque. Il ne s'agit pas d'une guerre religieuse. La religion a été utilisée comme un masque, un voile d'une entreprise de recolonisation. C'est l'OTAN qui a déployé ses suppôts afin de forcer les États africains à accepter sa présence militaire sur toute l'étendue du continent africain. C'est d'ailleurs pour cela que les États-Unis d'Amérique se sont permis de créer un haut commandement militaire américain pour l'Afrique. C'est du jamais vu. C'est inacceptable, c'est intolérable. Une puissance qui crée un haut commandement militaire de ses forces sur un continent de 54 nations. Le scandale. Les 10 000 troupes américaines qu'il y a sur le sol africain sont des troupes impérialistes, ce sont des troupes coloniales. Ce sont des troupes coloniales. Ce n'est pas autre chose. Le concept est posé. Le ministre Bakary Yahou Sangaré appelle un chat à Niamey. Il n'y a que les Africains lâches, les Africains de mauvaise foi, les Africains hypocrites, les Africains vassalisés, invertébrés. Il n'y a que les Africains indignes de leurs ancêtres qui ne reconnaissent pas ce phénomène de recolonisation. Aussi évident que notre nez est placé là, au centre de notre figure. La recolonisation. Voilà le mot. Maintenant, il y a un deuxième élément. La situation sécuritaire critique de nos pays est la manifestation concrète de la volonté donc de certains pays occidentaux de recoloniser l'Afrique, en particulier le Sahel. Mais pourquoi veulent-ils recoloniser l'Afrique? La raison est très simple.
l'Occident est pauvre en matière première stratégique. La raison pour laquelle l'Alliance occidentale veut recoloniser l'Afrique, c'est exactement la même raison pour laquelle elle pratiqua la traite négrière, le commerce triangulaire. C'est la pauvreté en ressources naturelles. Que ce soit les matières premières terrestres ou même les matières premières humaines. Vous savez très bien que l'Occident est en déclin démographique. Il est en dépopulation. Précisément parce que l'Occident a détruit et est en train de détruire la notion de famille. C'est-à-dire les conditions même de la reproduction de sa population sont remises en cause par la crise de ses valeurs de civilisation. Donc, l'Occident est en réalité une partie du monde qui est en crise de ressources naturelles. D'abord, le sous-sol occidental est l'un des plus pauvres au monde, si ce n'est le plus pauvre au monde. Le sous-sol européen et le sous-sol nord-américain, cumulés, ne sont pas comparables au sous-sol africain. D'ailleurs, il n'y a aucun sous-sol, il n'y a aucun continent qui ait un sous-sol plus riche que le continent africain. D'où on sait très bien, et on comprend pourquoi l'homme est apparu en Afrique. On comprend pourquoi le Tout-Puissant a fait émerger Homo sapiens sapiens sur la terre de nos ancêtres. Il y a mis tout ce qu'il faut pour qu'un individu ou une collectivité vive heureux en Afrique. Donc, l'Occident étant pauvre en matière première, et notamment en matière première stratégique, et étant en train de s'appauvrir également en matière premières humaines à cause de sa dépopulation, à cause du déclin démographique, la panique des berceaux en Occident, elle est massive. Avec les crises des régimes de retraite. Alors, ils ont éprouvé le besoin d'élaborer une nouvelle stratégie de prédation sur les richesses du plus grand continent de l'homme. Voilà pourquoi vous les entendez tous dire que leur avenir est en Afrique. La plupart des grands dirigeants occidentaux racontant l'avenir de l'Occident se tournent vers l'Afrique et la pointent. Notre avenir est là-bas. Les plus honnêtes d'entre eux disent, sans l'Afrique, nous ne sommes rien. Je peux trouver des dizaines de déclarations de très hauts dirigeants, d'élus, sénateurs, députés, ministres occidentaux, chefs d'État occidentaux, chefs de gouvernement occidentaux, pointant l'Afrique comme leur avenir. Mais pourquoi pointent-ils l'Afrique comme leur avenir alors que l'Afrique ne leur appartient pas? C'est à cause des richesses que détient l'Afrique. Je rappelle souvent dans plusieurs de mes conférences la lettre du 2 août 1939 d'Albert Einstein à Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis. Il lui dit, le Congo belge, l'actuel Congo-Kinshasa, la République démocratique, dispose de ressources en matière première stratégique et notamment de ressources faramineuses considérables d'uranium, de telle sorte que il est dans l'intérêt des États-Unis de ne jamais laisser les Congolais disposer de ces ressources et de toujours avoir, d'une manière ou d'une autre, la même mise sur ces ressources. C'est important pour notre puissance. Voilà la quintessence de la recommandation du grand physicien germano-américain Albert Einstein au président américain Franklin Delano Roosevelt par une lettre qui a été diffusée et qui est disponible du 2 août 1939. Oui! Donc, il faut que vous compreniez que c'est à cause des richesses de l'Afrique que tous ces plans sont montés. Et quand le ministre dit les énormes richesses naturelles, c'est vrai. La région des 3 frontières, qu'on appelle la région du Liptako-Gourma, elle est immensément riche. Alors, comment pouvez-vous comprendre que cette région soit immensément riche et que les 3 pays principaux du Sahel qui englobent cette région soient classés pays pauvres très endettés? Comment pouvez-vous le comprendre? Ça encore, c'est un coup de la domination. Et un coup de l'indignité de générations entières de dirigeants africains qui n'ont pas été capables d'épouser les aspirations et les causes de leur peuple et de transformer positivement la nature pour le bien-être et la prospérité des leurs. Je continue à lire le ministre Bakary Yahou Sangaré, ministre des Affaires étrangères et bien du Niger. Alors, comment procède-t-il pour nous empêcher en Afrique de jouir des faramineuses richesses naturelles de notre sol et de notre démographie? Comment procède-t-il?
Le ministre nigérien des Affaires étrangères décrit les processus. Un, les actions de déstabilisation. Les actions de déstabilisation sont les groupes terroristes. Été créés. Ce sont des organisations terroristes qui ont été créées par les services secrets occidentaux. Si vous étudiez l'histoire d'Al-Qaïda dans les années 80, vous retrouvez la CIA à sa création. Si vous étudiez l'histoire de l'État islamique, vous retrouvez tous les renseignements généraux occidentaux, donc la CIA, et le Mossad israélien, à la création de l'État islamique au Moyen-Orient. Vous retrouvez des financements saoudiens. Vous retrouvez les financements qataris, des États qui sont les alliés notoires de l'OTAN au Moyen-Orient. Et les chercheurs occidentaux, en général, les plus sérieux, s'accordent à reconnaître, sans autre forme de procès, et il y a même des dirigeants qui l'ont reconnu. L'ancien ministre britannique des Affaires étrangères, James Cook, aujourd'hui disparu, a reconnu que les organisations terroristes sont une émanation des services secrets occidentaux. James Cook, on m'appelle le docteur des preuves. Hein. Moi, quand je parle, je sais sur quoi je suis assis. Ingera même pour meyi, iom meyene. Ambassade, quand je parle, je sais sur quoi je suis assis. Donc, les actions de déstabilisation d'Al-Qaïda et de l'État islamique sont des actions de déstabilisation occidentale. Car ces deux organisations vivent grâce aux renseignements généraux, grâce aux armes, grâce à l'argent qui leur est fourni par les puissances occidentales et moyen-orientales associées. Le financement d'Al-Qaïda et de l'État islamique par les monarchies du Golfe, leur encadrement par les renseignements généraux occidentaux sont désormais une banalité scientifique. Je dis bien une banalité scientifique. Je vous ai commenté ici l'autre jour l'excellent ouvrage de M. Engdahl, William Engdahl. Donc, ils font ça par des actions de déstabilisation. Al-Qaïda, l'État islamique, les terroristes qui ensanglantent toute l'Afrique, Boko Haram et consorts, ce sont des groupes qui sont projetés par les renseignements généraux occidentaux. Il faut qu'ils sachent que les Africains le savent. Jusqu'au Mozambique, vous entendez parler de djihadistes qui attaquent la région de Cabo Rabassa, de Cabo Delgado, au Mozambique. Tous ces groupes-là sont des groupes de terroristes, de mercenaires occidentaux, ayant pour but de forcer les Mozambicains à brader leur gaz et leur pétrole. Vous allez toujours remarquer que là où il y a des richesses, on envoie d'abord les terroristes. Les terroristes terrorisent et ensuite, les puissances occidentales viennent négocier ces richesses à vil prix, voire les brader. C'est ce modèle qui est appliqué contre la République démocratique du Congo, avec la naïve complicité, ou plutôt la coupable complicité des dirigeants congolais actuels. On en parlera encore un peu. Donc, le modèle est sous vos yeux. Quelle est la deuxième méthode? Quand leurs terroristes ont du mal, comment est-ce qu'ils procèdent? Deuxième moyen, nous dit le ministre Bakary Yahou Sangaré, ils passent parfois par le biais de soutien à des régimes dits démocratiques. Donc, deuxième cheval de Troie de l'OTAN et de l'impérialisme occidental et moyen-oriental en Afrique, la démocratie. Ils arrivent sous couvert de démocratie et de droits de l'homme. Et sous couvert de démocratie et de droits de l'homme, ils imposent aux Africains des régimes de vassaux qui violent les constitutions, qui fraudent aux élections, qui emprisonnent massivement les opposants, qui massacrent les opposants, qui chassent les opposants, qui exilent les opposants, qui volent l'argent public, qui détournent l'argent public, qui s'installent dans les manettes de l'État avec leurs familles. Ils encouragent ces régimes et ils les présentent comme des démocraties. J'ai été impressionné par les déclarations d'un dirigeant, d'un élu américain nommé Johnny Carson. Johnny Carson qui se lève comme ça et qui dit que le régime d'Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire est une démocratie. Et qu'Alassane Draman Ouattara est l'un des plus grands technocrates que la Terre ait jamais connu. Astaghfirullah. Bon, si le régime d'Alassane Draman Ouattara est une démocratie, mais pourquoi il a tué plus de 200 à 300 personnes en 2020? Pourquoi ces prisons politiques étaient-elles pleines à craquer et le demeurent? Pourquoi y a-t-il des exilés politiques en Côte d'Ivoire? Pourquoi a-t-on décapité Nguessan Kouakou Toussaint en novembre 2020? Pourquoi? Si Johnny Carson dit que Alassane Draman Ouattara est un démocrate. Alors on nous dit, Alassane Draman Ouattara,
C'est un excellent technocrate. Mais pourquoi la Banque mondiale persiste-t-elle à classer la Côte d'Ivoire pays pauvre très endetté? J'ai donné hier en Mondo Vision les liens du site officiel de la Banque mondiale qui dit que le pays dirigé par le soi-disant technocrate qui a gouverné plus de 250 pays est toujours un pays pauvre très endetté. Plus de combien? 14 ans après son arrivée au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir en 2010-2011. On est en 2024. Ça fait déjà 13 ans que Ouattara est là. En 13 ans, il n'a pas sorti la Côte d'Ivoire de la condition de pays pauvre très endetté. Johnny Carson se met devant les Africains et leur dit, vous avez le meilleur technocrate possible à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc le ministre Bakary Yahou Sangaré nous amène à comprendre que la démocratie est un cheval de Troie. C'est un concept trompeur qui a été introduit en Afrique pour en réalité déstabiliser l'Afrique. D'ailleurs, nous savons comment il a été introduit, ce concept trompeur. C'est le célèbre discours de la Bolle du président français François Mitterrand. L'arnaque à ciel ouvert. Parce qu'il se préparait à trouver une stratégie pour piller davantage l'Afrique, en raison de la pauvreté du sous-sol européen en matière première. Mitterrand, devant un parterre d'une cinquantaine de chefs d'État africains, prononça le 20 juin 1990 à la Bolle un discours extrêmement pernicieux et insidieux dans lequel il leur imposait d'instaurer désormais la démocratie pluraliste, multipartite. Alors que la France avait accompagné, dans ses anciennes colonies, des régimes de partis uniques pendant plus de 30 ans, en disant que c'était bon. On ne comprit pas toute la subtilité et la dangerosité du discours mitterrandien. Car à travers la démocratie multipartite, Mitterrand voulait en réalité davantage diviser l'Afrique. Ils avaient exacerbé entre-temps les haines tribales entre les Africains. Ils avaient créé des catégories tribales grâce auxquelles, selon le principe du diviser pour mieux régner, ils avaient tenu l'Afrique sous leur férule depuis 60 ans. Et en restaurant donc leur système de démocratie soi-disant multipartisane, ils donnaient libre champ à l'identification entre le parti et l'ethnie, le parti et la tribu. Et voilà comment la cohésion de dizaines de sociétés africaines vola en mille éclats. Les partis politiques furent assignés à l'appartenance ethnique. Les choix politiques des citoyens, balisés par l'origine ethnique du candidat, ont transformé la soi-disant démocratie mitterrandienne en ce qu'elle devait en réalité être dans les plans de Mitterrand, un moyen de division, de fractionnement, d'émiettement des sociétés africaines. Partout, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, partout la division. La division. Chacun ne se reconnaissant que dans le leader de son ethnie. La démocratie se révéla être une démocratie, un pouvoir des démons. Un pouvoir des démons. C'est cette Afrique divisée par Mitterrand, à travers sa potion magique, la démocratie pluraliste, c'est-à-dire en réalité l'émiettement tribaliste, ethnique du champ politique africain. Quand il a eu administré cette potion magique et cette potion de sorcellerie politique, Mitterrand assomma l'Afrique francophone par une dévaluation violente à 100% du franc CFA. C'est-à-dire qu'il s'octroya le pouvoir de prendre gratuitement les richesses africaines. Par une dévaluation qu'il prétendait pourtant en 1990 impossible. Dans la foulée, le FMI et la Banque mondiale s'engouffraient dans l'Afrique fragilisée et imposaient leur programme d'ajustement structurel. Une véritable arnaque. Ils fabriquent de l'argent vide à New York, à Washington, et les Africains payent en matière première réelle. C'est ce qu'ils appellent les programmes d'ajustement structurel. On s'empressa de privatiser des entreprises publiques qui étaient optimalement fonctionnelles, des entreprises publiques qui fonctionnaient, qui marchaient bien et qui assuraient des prix raisonnables de l'énergie, des prix raisonnables de l'éducation, des prix raisonnables du transport, des prix raisonnables de la production des matériaux de construction, des prix raisonnables des produits alimentaires.
Ils frappèrent sur ces entreprises. Ils se les partagèrent comme se partagèrent les vêtements du Christ, ceux qu'il avait crucifiés. Les marchands du temple. Donc, le ministre nigérien Bakary Yahou Sangaré nous rappelle que cette démocratie qui nous a été importée dans le discours corrupteur et corrompu de François Mitterrand était une escroquerie. Ce que les Occidentaux appellent démocratie en Afrique, ce sont des régimes imposés par la fraude électorale, le viol constitutionnel, le pillage des fonds publics, la violence contre les populations, l'emprisonnement des opposants, l'exil des opposants. Voilà leur démocratie que Fela Anikulapo Kuti, le grand chanteur du Nigeria, a eu raison d'appeler demon crazy. This is not democracy, but demon crazy. Le pouvoir fou des démons. Le pouvoir fou des démons, c'est un système démoniaque qu'ils ont installé en Afrique. Il s'agissait d'affaiblir l'Afrique pour mieux l'exploiter. Donc ça, c'est leur deuxième moyen. Et on le voit très bien en Afrique de l'Ouest. Quels sont les régimes qui menacent la paix et la sécurité de l'Alliance des États du Sahel? Ce sont des régimes prétendument démocratiques. C'était le régime de Macky Sall, le régime de Ouattara, le régime de Patrice Talon, le régime de Tinubu, tous présentés comme des démocraties. Ce sont eux-là, le régime d'Oumaro Sissoko Embalo, en Guinée-Bissau, ce sont eux qui sont présentés comme des démocraties. Alors qu'en fait, c'était un conglomérat de régimes de voyous en col blanc. Un conglomérat de régimes corrompus, vomis, détestés par leur peuple. Ce sont eux-là que l'Occident survalorise en les opposant au régime militaire, révolutionnaire, panafricaniste, dont on voit pourtant qu'il bénéficie d'une large adhésion populaire. Oui, sans adhésion populaire, le président Assimi Goïta ne serait pas au pouvoir au Mali. Je connais le peuple malien. Si le peuple malien ne veut pas de toi au palais, il t'enlève là-bas. J'ai vu le peuple malien entrer au palais présidentiel avec un marteau et assommer un président de transition. Le professeur Dionkunda Traoré, j'ai vu ça. J'enseignais la philosophie à l'Université catholique du Mali pendant toute la période trouble, qui va de 2012 pratiquement à 2020. J'allais au moins 2 fois par an au Mali et j'y restais l'équivalent d'1 mois. J'ai eu le temps d'observer, de voir les Maliens vivre. Le président Assimi Goïta ne peut pas être là si le peuple malien ne veut pas. Le général Amadou Toumani Touré, paix à son âme, président de la République. Quand le peuple malien s'est énervé, mais le général Amadou Toumani Touré a dû fuir le palais présidentiel par une pente escarpée et rocailleuse que je connais. Et quand on lui a demandé comment il a pu s'échapper, il a dit, mais on a quand même quelques petits secrets de commando. Oui! Si les Maliens ne veulent pas que tu restes à leur tête, ils vont te chercher et te chasser. Oui! Ibrahim Boubacar Keïta. Mais c'est une révolution populaire, c'est une révolte populaire qui l'a chassé. L'armée a obéi au peuple, les militaires n'avaient pas le choix. Si les militaires n'avaient pas pris leurs responsabilités, ben le peuple serait allé chercher physiquement Ibeka. Je connais les Maliens. Les peuples marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Regardez la mentalité du peuple burkinabé. On entend un seul coup de feu. Je dis bien un seul coup de feu à Ouagatou, Ouaga sort. Vous avez vu comment ils réagissent? Hier, là, on a entendu un coup de feu à côté du palais de Koulouba à Ouagadougou. Les Burkinabés sont dehors. Yawoutode, les Burkinabés sont dehors. Ils disent que vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? Ce sont des peuples éveillés. Ce sont des peuples éveillés. Regardez la mobilisation du peuple nigérien. Depuis que les autorités ont fait partir l'armée française,
Et depuis que les autorités ont demandé à l'armée américaine de partir, regardez la mobilisation du peuple nigérien. Donc ce sont des régimes militaires, mais ce sont des régimes populaires. Ce sont des régimes militaires, mais ce sont des régimes révolutionnaires. Ce sont des régimes militaires, mais ce sont des régimes panafricanistes. Les présidents Assimi Goïta, Traoré et Tiani ne comptent pas sur de l'argent qu'ils ont déposé dans des comptes à l'étranger. Ils n'en ont rien à foutre. Ils ne comptent pas sur des villas qu'ils auraient construites aux États-Unis, en Europe, ou je ne sais où. Ils n'en ont rien à foutre. Ils travaillent pour leur peuple. Et ils n'attendent rien d'autre que la récompense de leur peuple et de Dieu le Tout-Puissant. Voilà des dirigeants. Donc quand les Maliens prolongent la transition sur 5 ans, ça dérange qui? C'est le problème des Maliens. C'est le problème des Maliens. Ils auraient même pu dire 10 ans. C'est leur droit. Ils ont leur mode de consensus. Qui vous a dit que le consensus, c'est seulement les élections? Alors, si le consensus, c'est seulement les élections, pourquoi est-ce qu'il y a 12 monarchies en Europe? Qui a élu le roi Charles d'Angleterre? Qui a élu le roi du Danemark? Le roi de Suède? Qui les a élus? Posons la question, le roi d'Espagne, qui l'a élu? Le roi de Belgique, qui l'a élu? Qui les a élus? Le prince du Luxembourg, là, qui l'a élu? Qui l'a élu? Dites-nous, les doctrinaires de la démocratie. Voilà des gens, ils ont 12 monarchies, ils ont 12 couronnes en Europe et ils traversent pour venir pérorer sur la démocratie en Afrique. Mieux. Mais si la démocratie était vraiment la panacée, mais pourquoi les grandes puissances occidentales n'imposent-elles pas la démocratie au Moyen-Orient? Pourquoi il n'y a pas de démocratie en Arabie Saoudite? Au Qatar, au Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis? Pourquoi? Les rois là-bas sont-ils élus? Leur transition monarchique, elle dure combien d'années? Parce que, apparemment, si Assimi Goïta fait 5 ans à la tête du Mali, ouh là là, quelle violation le roi de Belgique, il fait combien d'années à la tête de la Belgique? Est-ce que vous savez qu'en Belgique, celui qui devient citoyen belge doit signer un acte d'allégeance au roi? Il doit s'engager à ne pas critiquer le roi. Ne pas critiquer le roi. Astaghfirullah. Et c'est là-bas qu'il y a le siège des institutions européennes. Vous voyez comment ces gens-là ont des foutaises? Ils n'ont pas fini de démocratiser le continent européen. Ils viennent déranger les Africains. Le ministre nigérien des Affaires étrangères a donc clairement indiqué dans la dernière partie de son allocution que l'objectif de la lutte des peuples africains aujourd'hui, c'est la souveraineté. Du latin superus, qui veut dire le supérieur. La souveraineté, c'est le pouvoir de décider pour soi-même et par soi-même. L'Afrique se bat pour récupérer ce pouvoir qui lui a été volé depuis 6 siècles. Et dans cette bataille pour ce pouvoir, les Africains ne reculeront devant aucun sacrifice, car la souveraineté est la condition de la création de sociétés de personnes respectées et respectables, de personnes dignes. Je voudrais féliciter, je voudrais saluer, je voudrais encourager le chef de la diplomatie nigérienne pour la qualité de l'allocution qu'il nous a offerte. Et notamment pour ce paragraphe lumineux qui, j'insiste là-dessus, vient établir très clairement qu'il y a en fait 2 sortes de dirigeants aujourd'hui en Afrique. Et tout le monde le voit. Les lâches, ceux qui ne disent pas la vérité devant leur peuple. Ceux qui n'ont pas le courage d'appeler un chat, qui n'ont pas le courage d'assumer ce que la science enseigne. Et les courageux, les serviteurs du peuple africain, ceux qui appellent un chat et qui permettent à leur peuple de comprendre les enjeux de la déstabilisation en cours. Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yahou Sangaré, appartient à cette seconde catégorie. Appelons les Africaines et les Africains du monde entier à appartenir à la seconde catégorie, celle de ceux qui servent la maths, la vérité, la justice et la solidarité africaine.
celle de ceux qui disent ce qu'ils pensent et qui pensent ce qu'ils disent. À bas la langue de bois. À bas les discours périphériques à la talon. Les contorsions verbales. À bas l'hypocrisie qui laisse mourir nos peuples au lieu de nommer le mal et de le combattre comme tel. Vive les serviteurs authentiques de la nation africaine. Vraiment, j'ai ressenti beaucoup de joie. J'ai écouté et lu ce discours comme une récompense que notre frère aîné, le ministre des Affaires étrangères du Niger, était en train de donner au peuple africain. La récompense de la vérité dite par les autorités. Quand la science et le pouvoir coïncident, la société est éclairée et elle avance. Une deuxième fois. Quand la science et le pouvoir coïncident, la société est éclairée et elle avance. Une troisième fois, écrivez ça. Quand la science et le pouvoir coïncident, la société est éclairée et elle avance. Et c'est ce que nous avons vu là. Alors,